Voilà, c'est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois des mains, parce que moi je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Bonjour, chers collègues. Ça va bien? Très bien. Allez, une question. Qui est là? Voilà. Vous pouvez poser les questions aux trois. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis membre de l'association Benkadi du 20e et membre du Haut Conseil des Malais. Vous pouvez vous lever si ça vous dérange pas. Comme ça, tout le monde vous voit. Voilà. Surtout que vous êtes beau. Pas trop beau, hein? Oh. Bonjour à tout le monde. Je suis membre d'une association de Benkadi dans le 20e arrondissement et membre du Haut Conseil des Malais de France. Je voudrais poser une question en trois pour ne pas monopoliser la parole. Ma première question s'adresse à M. William. En tant qu'intellectuel et grand voyageur, en tant qu'intellectuel et grand voyageur, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que, en contactant ces différentes sociétés que vous avez rencontrées à travers le monde, y a-t-il un dénominateur commun des problèmes de société? Et s'il y a, est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? La deuxième question, vous voulez répondre ou je continue? Vas-y, continue. Non, vous voulez répondre? Oui. D'accord. L'humanité est une. Nous sommes des humanistes. Nous devons placer notre réflexion sur l'humanité au centre de toute notre réflexion. Oui, j'ai beaucoup voyagé, professionnellement parlant. Si je crois que, j'en ai certaines preuves quand même, si je crois que j'ai pu passer partout relativement facilement, à peu près partout, c'est parce que moi-même, j'ai été analysé, je suis psychologue, j'ai été analysé et j'ai eu la chance, étant petit, d'être élevé avec 3 enfants guyanais qui avaient un oncle qui est devenu président du Sénat français, j'évoquais ça tout à l'heure. Bon, ces 3 enfants-là avaient perdu leur maman pendant la guerre, victime de la tuberculose. Et moi, j'étais élevé avec ces 3 enfants qui étaient arrivés dans un village parce que leur père craignait pour, premièrement, la tuberculose et deuxièmement, la poliomyélite. Et ensuite, mon frère avait comme copain d'école un jeune Sénégalais dont le père était officier et qui avait été tué pendant la guerre 40. Je crois que c'est fondamental pour nous, dans ma famille, cette ouverture. Chez moi, dans la famille, les filles, les garçons sont mariés un peu partout dans le monde. Et je crois que c'est cette ouverture-là qui est absolument indispensable. Elle est en train de se faire actuellement. Elle est en train de se faire actuellement. Elle se fait et on prend conscience de cette humanité. Là, moi, maintenant, j'ai des étudiants qui sont vice-ministres ou présidents d'université, un peu partout, au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal, en Algérie, à Madagascar, en Russie. Bon, vous voyez. Donc ça, je crois que c'est ça qui est important. C'est ce mixage. Tout à l'heure, je faisais référence à Roger Bastide et au principe de coupure. Si les Brésiliens sont tellement aptes à cette ouverture, c'est qu'eux arrivent sur une culture de base à se décentrer culturellement parlant pour s'ouvrir à la culture de l'autre, parce que, ben oui, ils
ils sont tombés dedans relativement petits, et cette ouverture-là, elle est indispensable. Je déplore quand même que Bolsonaro soit en train de vendre l'Amazonie à des super propriétaires, alors que les Amérindiens, qui y vivent depuis certainement des millénaires, doivent se bagarrer pour arriver à se faire respecter. Je crois que c'est ça, c'est cette ouverture-là qui est absolument indispensable. Elle n'est plus multiculturelle, elle est interculturelle. J'ai eu la chance d'être le premier en psychologie clinique à inaugurer cette ouverture-là. Ce n'était pas évident du tout de se faire nommer professeur de psychologie clinique interculturelle. Surtout quand on utilisait les méthodes dont je parlais là tout à l'heure. Ce n'était pas évident du tout. Mais ça se fait. Et maintenant, moi je crois que vous avez raison. Mais c'est l'engagement de base dans des associations comme vous le faites qui va faire ces ouvertures. C'est vous qui allez les faire, les ouvertures. Moi, quand je suis rentré d'Algérie et que j'ai amené dans ma petite ville une équipe, j'étais président d'un club où j'ai amené de tout. J'ai amené de toutes les couleurs, de toutes les sociétés, avec des étudiants qui avaient un humour, étudiants et étudiantes qui avaient un humour extraordinaire. Malheureusement, mes collègues l'ont montré aussi, l'humour, c'est pas forcément ce qui est la représentation des radicalisés. Ça, je crois que c'est important. Ouais. Merci de ces précisions. Votre question. La deuxième question va s'adresser à Monsieur Abdel. Par rapport à votre intervention, vous avez parlé du logement. C'est le nœud du problème. Parce que moi, en tant que travailleur, et ma femme travaillait, j'ai fait une demande de logement qui a duré plus de 25 ans. Le couple travaille. J'ai eu des enfants. Dieu merci, j'ai pu les maîtriser et les former. Ils sont dans les grandes écoles maintenant. Mais mon cas est isolé. Beaucoup de parents n'arrivent pas à gérer leurs enfants dans 20 mètres carrés. Comment on peut avoir ce mépris de ne pas être logé alors qu'on travaille? Les enfants ne peuvent pas être éduqués dans 20 mètres carrés, ils sont obligés de sortir, d'aller dans la rue. Ça, c'est un premier problème. On donne la responsabilité aux parents. La responsabilité alors, à l'enfant. Il y a une deuxième responsable, c'est l'État suprême qui forme tout ça. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'au logement, on ne peut pas essayer de remédier à ça pour pouvoir atténuer un peu alors, les problèmes des banlieues? Vous avez évoqué le logement. Donc, le logement, c'est un facteur parmi d'autres. Quand on parle de l'autonomie sociale professionnelle, c'est que le jeune, quand il atteint l'âge de sa majorité, enfin, normalement, en comparaison avec d'autres quartiers, il y a des jeunes qui arrivent à un certain niveau universitaire avec un diplôme. Donc, ce diplôme leur permet généralement d'intégrer le monde professionnel, malheureusement. Donc les jeunes issus des quartiers populaires, ou enfin entre guillemets difficiles, c'est que cette reproduction sociale, c'est-à-dire le fait d'être assigné au logement des parents, c'est que c'est aussi un échec social parce que ces jeunes n'ont pas pu obtenir ce diplôme qui leur permet cette insertion professionnelle. Donc, vous parlez de votre cas. C'est vrai qu'il y a plusieurs cas comme le vôtre, mais vous savez, en tant que sociologue, on fait un constat et la question reste posée aux politiques, ou même au pouvoir public, ou même aux municipalités. C'est d'essayer de développer un peu, même si c'est un projet, cette mixité sociale, et éviter un peu cette concentration de population qui a développé malheureusement des ghettos, et on voit un peu la reproduction de cette culture, je dirais même ethnocentrique. Et sont devenus aussi des quartiers stigmatisés.
Donc la réponse, c'est vrai qu'elle m'a été posée, mais elle reste posée aussi aux politiques. Voilà, donc pourquoi la société française vit ces problématiques de discrimination spatiale et on ne retrouve pas les mêmes problématiques dans les pays nordiques comme la Suède ou Danemark ou Finlande ou ailleurs, hein, ou même la Hollande, hein, qui ont développé une politique d'immigration, je dirais, d'assimilation et d'intégration. Qu'on cesse un peu de créer ce fossé entre l'ethnocentrisme ou le nationalisme ou le communautarisme. Hein. Il faut quand même qu'on passe à une autre étape de, je dirais, une vraie socialisation républicaine, hein, pour dépasser un peu ces fissures, cette fragmentation sociale. Il est temps qu'on regarde un peu le problème en face et qu'on dépasse un peu cette hypocrisie politique et qu'on cesse aussi de manipuler cette population d'immigrés, aussi d'immigration, toujours dans les discours politiques, hein, qu'on remet toujours le problème sur la table, c'est comme il n'y a pas d'autres problèmes économiques dans la société française. Voilà, donc c'est-à-dire il faut quand même qu'on cesse de cette hypocrisie politique. Voilà. Merci. Attends, 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. 2 minutes. Oui, je tiens à préciser que je n'ai pas évoqué les liens entre salafisme, radicalisation et délinquance pour des raisons de temps. Mais il y a une interpénétration entre ces trois mouvements, c'est-à-dire qu'on peut passer de la délinquance à la radicalisation, du salafisme à la radicalisation, mais jamais on a constaté par des enquêtes, par des ouvrages qui viennent de paraître, par des équipes qui interrogent et qui font un travail anthropologique, sociologique sur le terrain, que l'inverse est très rare. On ne passe pas de la radicalisation, on ne revient pas au salafisme ou on ne revient pas à la délinquance. Mais il y a quand même des similitudes entre la radicalisation qui a ses propres filières, ses propres réseaux, la délinquance qui a ses propres filières et ses propres réseaux, mais parfois il y a, je dirais, une sorte d'entraide. J'utilise mes réseaux, tu me permets d'utiliser tes réseaux, je te permets d'utiliser mes réseaux, et c'est de cette façon-là qu'il y a recrutement par la radicalisation des gens qui sont arrivés au bout de leur carrière de délinquant. Merci de ce complément. Je pense que par rapport à la religion, où vous avez parlé d'intégrisme, on n'a pas parlé de ces pays arabes qui ont été déstabilisés, qui constituent la cause suprême même de l'intégralisme. Autrement dit, l'Irak, la Syrie, la Tunisie et la Libye. Si les puissances du monde arrivent à stabiliser ces pays, je crois qu'il y aura moins d'intégrisme. Parce qu'il y a les nostalgiques de cette dictature qui ne dorment pas. Et ils cherchent toujours à mettre le feu. Donc, ces pays déstabilisés méritent d'être vraiment stabilisés internationalement pour qu'il y ait moins d'intégrisme. La question, c'est que tous les régimes, avant, disons, Daesh, tous les régimes, toutes les dictatures, tous les féodaux, etc., ont utilisé l'islam pour, justement, maintenir leur pouvoir. Daesh, c'est seulement un microcosme de ce que les dictatures ont utilisé pour l'islam, pour dire oui, vous vous révoltez, mais etc., chercher des explications dans les textes de la Sunna ou du Coran. Par conséquent, la question, elle est une question idéologique, c'est une question politique. Et quel est le devenir, quel est l'avenir de ces sociétés-là? Le religieux, comme dit Jacques Berck, dans un certain nombre d'articles, qui a travaillé sur ces questions, jamais, dans toute l'histoire, dans l'islam sunnite, à partir des Omeyyades, jamais il y a eu un religieux au pouvoir. Alors, que ceux qui pensent que c'est toujours
même en Arabie Saoudite, c'est les Saouds qui utilisent la religion et non l'inverse. Vous voyez, qu'il y ait la paix partout, etc. Donc, tant que ces régimes ne changent pas, tant que le peuple n'a pas accès à sa liberté de conscience, mais sa liberté aussi de croire ou de ne pas croire. Parce que si vous prenez en France, par exemple, sur le million de musulmans qu'il y a, vous faites un recensement sur le nombre de gens qui vont à la mosquée, c'est minime. Ceux qui sont musulmans, sont pratiqués, c'est la majorité. Merci. Mais vous pouvez intervenir dans la salle sur les questions posées. Après, je vous donne la parole. Mais il ne faut pas la monopoliser entre vous. Non, je vous la donne. Je vais oublier après. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, le Maroc est stable. Allô? Le Maroc est stable. C'est un pays musulman. Et pourquoi pas prendre l'exemple sur le Maroc? D'accord, merci. Merci. Très bien. Là, j'ai vu il y a quelqu'un qui voulait... Voilà, mais c'est à vous. Il est allumé? Bonjour. Donc, Mohamed, je suis chargé en insertion professionnelle. Je travaille avec des personnes en cours ou en voie de radicalisation mandatées par la justice. Et moi, la question, elle est pour vous trois, parce qu'il y a cet aspect psychologique qui m'intéresse, et notamment l'aspect sociologique. On sait que les ruptures dans les quartiers, l'histoire des quartiers fait qu'on arrive à expliquer aujourd'hui pourquoi socialement des personnes vont vers la radicalisation, notamment au niveau des jeunes. Mais au niveau psychologique, moi qui travaille avec ces personnes-là, nous, on se rend compte depuis 2 ans quand même que, au-delà de leur histoire de vie, il y a quand même des ruptures assez difficiles chez certains, et que les analyses, les diagnostics psychiatriques ou psychologiques ne sont pas assez suffisants. C'est-à-dire que nous, il nous arrive d'avoir des personnes où on se rend compte dans notre accompagnement, des personnes qui étaient incarcérées, qui sortent d'incarcération, qui ont une mesure, et on se rend compte que ces personnes ont un besoin d'accompagnement psychologique, voire psychiatrique. Et ça, c'est une résultante du manque de moyens. On sait qu'il y a un manque de psychiatres aussi en France. Nous, par exemple, dans notre dispositif, on a beaucoup de mal à avoir un psychiatre pour pouvoir faire rencontrer nos suivis. Et la question, c'est aujourd'hui, quels vont être ou quels seraient les moyens possibles pour amener ces personnes-là vers des analyses ou des diagnostics psychologiques, voire psychiatriques. Et on sait aujourd'hui, avec le recul, que beaucoup d'entre eux ont besoin d'un accompagnement psychologique et voire au niveau de la maladie psychiatrique. Voilà, merci. Merci d'avoir posé la question. C'était le sens de celle que j'ai posée tout à l'heure aux représentants de l'ARS. Oui, c'est une question énorme. Mais quand on vous demande des propositions, on m'a demandé des propositions il y a 2 ans. J'ai envoyé ce que je préconisais comme dispositif, en détail, beaucoup plus que je vous ai dit là, et que j'ai dit qu'il fallait entre 3 et 6 heures pour faire une analyse de fond, à partir desquelles on pouvait ensuite préconiser des prises en charge avec des psychiatres, avec des éducateurs. Bon, on m'a répondu « Ah non, il faudrait que ce soit fait en 3 quarts d'heure. » Impossible. Impossible. Ça a intéressé l'école de la magistrature de Bordeaux. Là, ça intéresse l'ENAP d'Agen, puisque j'y vais là début avril. Peut-être que ça va commencer à bouger. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Guyane, parce que là-bas, c'est la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse qui m'a demandé d'aller y passer 3 semaines pour essayer d'initier avec eux un travail qu'ils avaient déjà commencé avec un de mes étudiants qui a soutenu une thèse dans ce domaine. C'est indispensable. Votre question, elle est absolument fondamentale. Les politiques, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, mais il y a à la télévision de grands experts qui n'ont jamais vu, vous m'entendez? Ils n'ont jamais vu un sujet. Ils baratinent, très cher, parce qu'ils se font payer énormément cher, ces gens-là, à coups de millions, je vous le dis bien, à coups de millions, mais quand vous leur posez des questions, comme je l'ai fait, d'homme à homme, ils sont infoutus de vous répondre.
il y a un travail de fond qui n'est pas fait, soyons clairs, il n'est pas fait. Vous avez entièrement raison. C'est pas une, alors on m'a dit, c'est pas une question de moyens. Moi, je suis prof émérite maintenant honoraire, je leur demande même pas de fric. Je demande seulement à ce qu'on entre dans le fond des problèmes. Et tout à l'heure, bon, ceux à qui je faisais référence, c'est 3 enfants Monerville, la famille Monerville. Mais c'est un problème de fond, ça. On y va, mais avec quelle casse entre-temps? Oui, je trouve la question est très intéressante parce qu'on se penche beaucoup plus sur l'aspect religieux et on a exclu un peu tout ce qui est psychologique et psychiatrique et l'accompagnement de ces jeunes. Donc maintenant, le mouvement associatif doit beaucoup plus s'intéresser à l'accompagnement de ces jeunes, surtout après leur incarcération, et donner des moyens à ces associations pour ne pas rester dans le contexte religieux, le radicalisme. C'est-à-dire, il y a toute une histoire, je dirais, longitudinale de ces jeunes, qui une biographie, une enfance pleine de traumatismes. Hein. Donc, les psychologues, les psychiatres l'ont bien montré. Maintenant, il faut que les associations, il faut que l'État, hein, c'est-à-dire accompagne ces associations dans leur travail de proximité pour l'accompagnement et surtout, je dirais, cette analyse psychiatrique et psychanalytique et psychologique. C'est très très important parce que quand on vient un peu au passé de ces jeunes, c'est un passé douloureux. Donc on a parlé de séparation, on a parlé d'adoption, on a parlé aussi de maltraitance. Donc je pense qu'il est temps maintenant que l'État se penche un peu sur le travail des associations et leur donner des moyens pour voir l'autre volet, c'est-à-dire le volet psychologique, psychiatrique et surtout social. On ne doit pas, c'est vrai que les discours politiques se penchent beaucoup plus sur l'aspect religieux, sur les mosquées, sur les prêcheurs, mais il y a tout un autre travail, je dirais, sociétal qui doit être fait. Ouais, je voudrais ajouter, c'est la question, au-delà de la question psychiatrique, psychologique, etc., c'est la question de l'identité qui se pose. Quelle est l'identité de ces jeunes? Comment est-ce qu'ils vivent cette identité? Est-ce que l'identité est-elle seulement religieuse ou pensent que c'est la seule? Ou est-ce qu'il y a une identité culturelle et elle passe par quoi cette identité culturelle? Je suis désolé de vous dire qu'elle passe aussi par la langue. Quel est le rapport au sein de la famille? Qu'est-ce qui a été transmis? Qu'est-ce qui n'a pas été transmis? Par conséquent, la faille, et à ce moment-là, c'est les psychiatres qui peuvent, psychologues et psychiatres qui peuvent intervenir, il y a une faille, c'est-à-dire que s'il y a un vide, et pour se restructurer, pour se donner sens, on récupère ce qu'on vous offre et ce qui fait résonance en vous. Par conséquent, ça, c'est vrai que le travail et l'accompagnement doit se faire à partir de comment le jeune se positionne et éviter surtout de discuter avec lui à partir des données ou à partir de la religion, à partir de la théologie. C'est pas ça l'islam, c'est pas ceci. Non, la question, elle est fondamentalement culturelle. Même au niveau de sa présentation, comment est-ce qu'il vit sa corporalité? Comment est-ce que mentalement il se projette? Quel est le rapport qu'il a avec sa famille? Quel est le rapport qu'il a au sein de sa fratrie, etc. Tout ça, ça se travaille comme travail sur une réappropriation de l'identité. Dire qu'il a des failles, évidemment, la psychiatrie trouvera toujours des failles, c'est chacun d'entre nous, mais là, il y a une sorte de vide qu'il faut combler et où la radicalisation arrive et propose le prêt à penser, le prêt à être engagé, le prêt à faire, etc. Et ça donne du sens. Encore une ou deux. Voilà, il y a un, deux. Et il y a, dans le livre, il y a un article de M. Moubaraki qui est devant vous, qui parle de la culture, identification. Donc vous pouvez le lire. Et là, je ne suis pas là pour parler de ce que je fais ni d'écrire. À vous, cher collègue. Bonjour, je m'appelle Majid, je viens de l'Italie. Je m'excuse si je parle un peu français erraté, mais j'ai
deux observations de faire ce qui concerne M. Awad Fouattih, M. Awad et M. Abdelhalim, que je veux une analyse un peu timide dans le sens de dire radicalisation, la jeunesse en dérive, la radicalisation religieuse. Mais dans les derniers 20 ans, l'islam au monde a produit ce qu'on appelle aujourd'hui, on doit être honnête intellectuellement, le fascisme islamique et la religion raciste islamique. On doit être honnête parce que toutes les grands partis de droite en Europe et au monde où ils ont été envahis par une immigration islamique, on trouve la potentialité de cette dérive culturelle, fasciste, locale. L'Europe a subi son fascisme et son nazisme, elle a produit la Grande Guerre. Aujourd'hui, l'islam, c'est la cause de cette Grande Guerre parce qu'elle n'était jamais, dans l'histoire de l'islam, a eu une révolution culturelle, une renaissance de la pensée islamique. Et je pense que c'est ça la cause qu'on doit aujourd'hui, comme des acteurs associatifs, intellectuels, de poser cette question et de travailler dans un contexte démocratique tant qu'elle, démocratique, l'Europe, pour retrouver un espace intellectuel où on peut analyser aussi un islam laïque pluriel, avec laquelle on peut aider une pensée à rejoindre sa dimension un peu humaniste et révolutionnaire, en respectant les espaces démocratiques. On avait vécu, je pense, pendant les dernières 30 ans en Europe. Aujourd'hui, il y a une décadence culturelle en Europe et aussi au monde arabe à cause de cette récession culturelle. Il y a aussi un islam faidatin, comme on dit en Italie, qui reproduit toujours la violence, qui reproduit toujours l'exclusion. Et aussi, je pense, d'après ma petite expérience en Italie, on produit aussi de l'exclusion. L'exclusion en soi-même, c'est une forme de racisme. Et on trouve que beaucoup de musulmans, ils excluent l'autre. Et c'est une action aussi raciste. Et on doit travailler sur ce champ intellectuel et sur la pensée islamique. C'est un travail, je pense, qu'il pose beaucoup de problèmes parce que les régimes intellectuels, ils trouvent leur crédibilité, leur légitimité religieuse pour continuer à posséder toujours le pouvoir économique et politique. Merci. Merci. Majid, qui est un grand syndicaliste en Italie, quelques phrases en italien, ça chantonne. Ça va nous... Dis deux, trois phrases. Comme ça nous change, ça nous fait une petite récréation. J'ai vu un doigt qui... Oui, à vous, madame. Bonjour, merci beaucoup pour ces 3 exposés. C'était extrêmement complémentaire. Je voudrais revenir pour essayer de faire court essentiellement vers le professeur Berettima. J'aimerais quand même qu'on essaie de partir d'existant dans le sens où je suis ces sujets depuis 25 années. Et je me souviens d'une époque où lorsqu'on parlait de jeunesse déviante, c'était vraiment extrêmement difficile parce que ça ne pouvait pas être utilisé. Une jeunesse ne pouvait pas être déviante. Un jeune est un jeune et il a ses failles, il a son parcours de transformation d'individu, son parcours chimique, biologique et psychologique. Là, je n'entrerai pas, ce n'est pas du tout mon métier, je n'irai pas plus loin là-dessus. Simplement, je me disais, est-ce que nous ne leurrons pas lorsque nous cherchons les causes essentiellement du côté du social? Là aussi, lorsqu'on parle de l'existant ou même de l'éducation nationale et de l'échec scolaire, certes,
échec scolaire il y a, et certes, ça pose des difficultés. Mais si nous ne faisons pas le constat que malgré tout, nous avançons énormément, c'est-à-dire que l'éducation nationale fait malgré tout essayer de faire d'énormes progrès, quand même. Les enseignants sont des gens qu'il faut absolument valoriser. C'est très difficile d'être dans une classe. Il m'arrive d'être intervenante scolaire, également en Seine-Saint-Denis, être en face de 30 élèves qui n'ont pas envie d'apprendre. Après, quelles sont les causes? La famille, la société, les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Donc, essentiellement voir les choses du côté du social, de l'hypocrisie politique. Il y a des failles, certes. Mais vous savez quelles sont les difficultés. Bon, les moyens, certes, sont distribués. L'association telle que Migration Sciences en est la preuve. Beaucoup d'associations aujourd'hui sont subventionnées, moins parce que nous devons rendre des comptes, et des comptes à des contribuables. Et donc, malgré tout, je reviens à ce que disait le jeune homme, il manque de psychologues, il manque encore beaucoup de choses, il manque de logements, mais il me semble que malgré tout, on essaie de se saisir du sujet et on essaie de faire au mieux. Et en ce qui concerne les parcours de rééducation, je voulais juste dire pour les sorties de prison, il y a également énormément de moyens qui sont mis sur ces sujets-là. Donc après, qu'est-ce que la société peut entendre et peut mettre sur ces sujets? Voilà, excusez-moi, je fais court, mais il y aurait beaucoup à dire. Donc c'est aux trois de vos réponses, si j'ai bien compris. Quelque part, vous avez chacun, en fait, j'ai énormément adhéré, sauf sur le côté sociologique qui souvent arrive toujours sur ces causes-là. Donc je commence par la dernière question pour revenir à notre syndicaliste italien. Oui, oui. Ah, par rapport à la dernière question, on ne peut pas négliger qu'il y a des efforts qui se font et qu'il y a des enseignants aussi qui travaillent dans des conditions difficiles. Hein, pour vous rappeler que j'ai travaillé pendant mes études en tant que surveillant au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, et j'ai fait quand même mes constats sociologiques qu'il y avait des conditions très très difficiles. Il y avait beaucoup d'absentéisme aussi de la part des enseignants, et il y avait des problématiques aussi, je dirais, psychologiques et sociales. On avait des élèves, filles qui tombaient enceintes. Il y avait des jeunes qui touchaient, c'était dans les années 90, hein, des jeunes qui touchaient un peu à la drogue et tout ça. C'est-à-dire les trois composants de la société. Il faut rendre hommage aussi aux enseignants, hein, qui ont accepté de travailler dans ces quartiers difficiles, hein, et on ne peut pas négliger le rôle de la famille et des parents. Donc, c'est-à-dire, c'est très très important, c'est que quand on parle d'échec scolaire, c'est pas vraiment l'institution scolaire qui est responsable, il y a aussi la famille et, je dirais, même d'autres institutions. C'est-à-dire que c'est une responsabilité, je dirais, qu'incombe à plusieurs acteurs, donc dans la famille. Il y a des moyens, il y a des communes, quand on parle un peu sociologiquement, c'est qu'on parle un peu de la majorité par rapport à la minorité, mais il y a des communes où les jeunes issus de l'immigration réussissent très bien et qui obtiennent des diplômes, etc. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et l'école républicaine a permis à plusieurs jeunes une ascension sociale, c'est-à-dire d'être cadre, chef d'entreprise, etc. Mais malheureusement, quand on prend la particularité de certains quartiers, vraiment la problématique qu'elle est là, et comme la thématique c'est la radicalisation, donc on a essayé de voir un peu les facteurs principaux de cette radicalisation pour au moins remédier trouver des solutions qui peuvent associer ou intégrer ces jeunes. La responsabilité, elle est générale, donc je dirais tous les acteurs sont impliqués et doivent être impliqués pour l'ascension et pour l'insertion et l'intégration de ces jeunes. Par rapport à la question des syndicalistes italiens, moi je ne suis pas d'accord avec votre discours. Vous savez, il y a l'islam de la théologie, il y a l'islam de l'instrumentalisation politique. Et je peux vous rappeler aussi qu'il y avait quand même une civilisation musulmane en Andalousie, mais malheureusement, les intégristes et les radicaux n'en parlent pas.
parle pas de la médecine en Andalousie, on n'en parle pas de l'innovation, de l'irrigation par les musulmans en Andalousie. Donc ça, on n'en parle pas, ça les dérange, mais les intégristes et je dirais les teneurs un peu de cet islam politique, ce qui les intéresse, c'est un peu lutter contre toutes les démocraties. Hein. Et je vais vous rappeler aussi que ce qui s'est passé en Tunisie, ça dérange beaucoup les monarchies du Moyen-Orient. Ça les dérange parce que quand on dit démocratie, on dit épanouissement, civilisation, et toute démocratie dans un monde musulman-arabe menace aussi les monarchies du Moyen-Orient qui sont battues sur des familles ancestrales, etc. L'islam est instrumentalisé. L'islam, il ne faut pas voir un peu ce côté fanatique de l'islam. Vous dites que c'est... Non, le fascisme, vous savez, l'idéologie du fascisme, on peut la manipuler comment on veut et quand on veut. Et pourvu qu'on trouve un peu des populations fragilisées, exclues, donc on peut les manipuler facilement, que ce soit le nazisme, que ce soit le fascisme ou autre. Donc malheureusement, ces jeunes qui se retrouvent dans des situations difficiles, hein, psychologiques et sociales, sont facilement manipulables. Donc pour dire que l'islam, le fascisme, je ne suis pas d'accord, parce que là, vous poussez vraiment à une idéologie qui va encourager ces jeunes à adhérer parce qu'ils vivent une certaine frustration. L'islam, donc vous pouvez lire hein, ce qui a été fait dans l'innovation en médecine, en culture, même c'est-à-dire tout ce qui a été fait en théologie pendant les 5 siècles de la civilisation musulmane, ça n'a rien à voir avec cet islam importé de certains pays du Moyen-Orient qui ne veulent pas qu'il y ait, que si jeunes surtout, hein, adhèrent un peu à cette culture universelle pour s'épanouir. Voilà. Oui, je voudrais également répondre à notre ami. Je pense que quand on parle de l'islam, on le réduit à la sphère maghrébo-arabe. Je pense qu'il faudrait peut-être regarder aussi le pays où il y a le plus de musulmans n'est pas un pays ni arabe, ni moyen-oriental, ni maghrébin. C'est l'Indonésie. Et dans l'Indonésie, sur sa constitution, il n'y a pas marqué l'Indonésie est un État musulman. Il est marqué, le premier article dans l'Indonésie, c'est, on appelle le principe de la diversité. Et après, deuxième article, c'est chacun est libre de croire. Et si vous regardez un peu, vous avez un certain nombre de grandes villes en Indonésie qui ne sont pas dirigées par des musulmans. Et quand on est élu président, quand on est élu député, le serment, ce n'est pas le Coran, c'est la Constitution. Par conséquent, il y a aussi, je pense qu'il faut parfois, ce que font certaines personnes, regarder que dans la sphère méditerranéenne et regarder surtout une vision un peu occultée. Il faut peut-être aussi élargir son spectre. L'islam, il est une religion, mais il ne participe pas à la structure politique et à la direction de la nation indonésienne. Merci. Madame, je vous conseille de relire 2 fois Le normal et le pathologique de Canguilhem. La première mouture qu'il a écrite en 1941 et la deuxième qu'il a écrite en 1966. 25 ans où il y a eu quelques transformations. Des transformations dont l'éducation nationale française ne tient pas compte, alors qu'en Indonésie, regardez dans les classements où ils se trouvent, les Indonésiens, nettement au-dessus de nous. Et oui, pour une raison très simple, c'est que nous, ça descend encore. Au lieu de faire monter des enfants, les informations. Mon épouse, qui est décédée il y a peu de temps, était jeune enseignante. À 24 ans, elle travaillait avec l'École normale supérieure de Saint-Cloud, une équipe qui travaillait déjà sur les classes multiculturelles. Dans sa classe, il y avait 7 ou 8 nationalités. Tous les matins, elle n'avait pas de livre de lecture, non. Tous les matins, il y avait presque 1 heure avant la récréation où on discutait avec les enfants
et où on constituait un texte qu'on mettait au tableau, et à partir de là, eh bien, on lisait, on écrivait. Les enfants qui, par exemple, arrivaient du Portugal, je pense à Mario, qui ne savait pas le français, mais il était déjà excellent en calcul ou en maths, eh bien, on le mettait au CM1 pendant qu'il y avait des leçons de son niveau, et on le remettait avec Françoise à l'autre niveau. Ça, je crois que tout cet aspect-là, il est l'hyper-normalisation de notre société, encore actuellement. Je crois que c'est un problème. Encore faut-il former les enseignants à tout cela. C'est un gros problème. Ma femme s'était tout simplement inspirée de ce qu'avait fait une vieille dame qui s'appelait Pauline Kergomar et qui avait initié les écoles maternelles françaises, faisant de la France un pays très en avance par rapport aux autres. Où en sommes-nous? Merci. Voilà. Mais c'est passionnant. Je vais vous donner la parole à tout le monde. Il vient de me dire qu'en Indonésie, mais il n'a pas osé le dire. Mais moi, je vais le dire quand même. Ça, il m'a chuchoté, vous avez vu. Monsieur Fouattès, c'est un anthropologue qui fait le tour du monde. Il paraît en Indonésie, les hommes se marient entre eux, c'est-à-dire l'homosexualité ici. Et c'est l'imam qui fait un petit peu, c'est lui qui fait le mariage. Donc, voilà. Ben, après, parce attendez, que c'est pas chez tous les, c'est pas chez tous les Indonésiens, chez la communauté Bugis, où il y a des mosquées, les gens vont à la prière, etc. Et il y a des mariages, je dis bien, mariages avec la bénédiction de l'imam du village. Par conséquent, les gens ne trouvent pas ça trouble, et par conséquent, ils ne sont pas moins ou plus musulmans que les autres. Voilà, donc il y a le professeur. Je prendrai volontiers le nom de l'ouvrage parce que je n'ai pas eu, je l'ai pas retenu. Je le prendrai volontiers. Je prendrai volontiers le nom de l'ouvrage parce que je ne l'ai pas reconnu. Non, je voulais vous dire que dans chaque établissement scolaire et dans chaque école élémentaire, il y a des classes d'adaptation et des classes d'intégration. Alors ça ne suffit pas, bien sûr, mais la chose est pensée. Après, il y a des évolutions. Et il faut effectivement les poser, avancer et poser le souci. Ce que je voulais dire pour être totalement complète, c'est que, par exemple, pour les jeunes en voie de radicalisation, il y a des jeunes dans toutes les CSP. C'est-à-dire qu'on retrouve des jeunes en voie de radicalisation qui sont aussi dans les classes moyennes et dans les CSP favorisés. Ce sont des jeunes qui se retrouvent face à leur ordinateur et qui peuvent eux aussi se laisser entraîner. Voilà. Je voulais simplement ouvrir le... Alors par contre, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions que j'ai trouvées extrêmement riches. Et donc j'aurais 3 questions. La première question, c'est pour Monsieur Fouati. Il me semble que vous avez dit, quand vous parliez de la verticalité, alors je ne me suis pas présenté d'abord, je suis psychologue en prévention sociale. Et avant ça, j'étais psychologue et je travaillais auprès des personnes radicalisées en détention. Et je suis doctorant en psychopathologie. Et donc, quand vous parliez de verticalité, vous avez également évoqué l'idée, il me semble, qu'il n'y avait pas de radicalisation sans passage à l'acte, je crois. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que vous avez fait aussi une aparté en disant, en parlant du lien ou du non-lien qu'il pouvait y avoir avec la délinquance, les trafics et la radicalisation. Et on constate que les personnes radicalisées, souvent, sortent ou n'ont jamais eu de lien avec la délinquance. Donc de manière un peu provocante, j'ai envie de poser la question de est-ce que la radicalisation est une protection contre la délinquance ou le passage délinquant ou en tout cas, quelle différence y a-t-il entre le passage à l'acte dans la radicalisation et le passage à l'acte entre guillemets qu'il y a dans la délinquance? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'était pour Monsieur Vallée. Vous disiez que finalement il y avait on constatait peu de névroses obsessionnelles dans la question de la radicalisation, il me semble que c'est ce que vous dites, de traits de névrose. Alors du coup, je voulais vous poser la question, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on appelle la névrose obsessionnelle pour certains la névrose idéale, parce qu'il y a l'histoire de l'idée, de l'idéologie dans la névrose obsessionnelle, la question du savoir et de la vérité est très importante dans la névrose obsessionnelle. Et je voulais savoir, selon vous, pourquoi on retrouvait peu de traits de la névrose obsessionnelle dans la radicalisation, selon vous?
Ça, c'était ma deuxième question. Et ma troisième question, c'était concernant la question de la crise identitaire. Et donc, c'est pour Monsieur Berettima. Je ne m'y connais pas du tout en sociologie. Je me posais la question de la définition qu'on donnait en sociologie de l'identité. Et qu'est-ce qu'on constatait comme crise identitaire aujourd'hui dans notre jeunesse et qu'est-ce qu'on ne constatait pas avant et qu'on constate aujourd'hui dans ces crises identitaires? Parce qu'il me semble que l'adolescence est une crise identitaire. Donc, en quoi les crises identitaires actuelles ne sont pas les mêmes crises identitaires qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans? Je vous remercie. Avant la réponse, je vais vous donner la réponse. Mais comme il ne reste pas beaucoup de temps, et l'après-midi, hein, il faut s'y attendre à des interventions aussi séculantes que celles de ce matin, hein, avec le professeur Tessier. Monsieur, c'est à vous. Oui, Bernard Après, Algozi. vous groupez les réponses. Moi, je n'ai pas de questions et j'attends pas de réponse. C'est déjà pas mal. Je suis médecin impliqué dans la santé publique de proximité, santé publique sociale depuis 40 ans et au croisement, depuis que ça existe, de la politique de la ville et de la politique de santé. Et juste compléter un peu ou équilibrer le propos de mon cousin Batolila quand il parle de l'échec de la transmission. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire un constat d'échec, mais d'insuffisance. Et que cette transmission, on est quand même là aujourd'hui, tous ensemble, pour transmettre. Et merci de nous y avoir invités et de nous réunir. Et je pense qu'il faut qu'on continue à ramer et qu'on n'arrête pas de ramer et ensemble. Je veux dire, baisser les bras et dire, c'est bien de faire le constat, mais ça fait 30 ans qu'on rame et je crois qu'on a encore du boulot et que les générations d'après les nôtres ont encore du boulot, mais que les pistes, on les a quand même. La transmission, c'est-à-dire formation, information, communication, circulation d'informations, elle est essentielle. Et la deuxième piste, c'est l'accompagnement en proximité. Et on y est tous. Et je crois qu'il faut qu'on continue à y être. Et merci de nous y avoir invités ensemble. Merci, docteur Algozi. Dernière question, parce qu'on va déjeuner et puis revenir à temps. D'accord. C'est à vous, cher monsieur. On commence par qui? Par monsieur? Par vous? Je constate. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ben, la question. Bougez un petit peu au milieu. Oui, je voudrais répondre à la question qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il y a une différence entre la radicalisation dite religieuse ou soubassement religieux et la délinquance? Je pense que qu'est-ce que la délinquance? C'est une rupture avec la société, c'est une organisation sous la forme de bande, sous la forme de territoire, mais sous la forme de territoire, d'économie, de réseau, etc., etc. Et c'est une organisation, je dirais même c'est une radicalisation sans soubassement religieux. C'est sans soubassement idéologique. Il n'y a pas d'idéologie, il y a, excusez-moi, le business. Mais cette entrée, parce que la différence entre radicalisation dite religieuse et la radicalisation, disons, de la délinquance, c'est que la délinquance, elle est sur des territoires déterminés. Elle fonctionne en interne, bien sûr avec des réseaux externes, mais elle a comme finalité la violence, c'est-à-dire on est avec moi ou on est contre moi, c'est le contrôle du territoire, c'est vous le savez, la guerre entre bandes pour des raisons pas de faire des combats, mais pour des raisons de territoire, d'économie. La radicalisation, elle est basée, elle, sur une projection, c'est-à-dire que suis-je? On me dit que je suis musulman, on me dit que je suis de quelle culture, et il m'est arrivé de faire des rencontres avec des gens qui se disaient radicalisés, et un certain nombre d'entre eux disent oui, moi je suis musulman, je fais ceci, je fais cela. Et le Coran, il me citait des choses dont ils ne connaissaient même pas le sens. La première des choses, c'est que je leur dis, est-ce que tu maîtrises la langue de tes parents? Ils parlent un dialecte algérien, marocain, tunisien. Déjà, pour comprendre ce qu'il est, il a besoin d'une langue. Il
maîtrise le français, je dirais bien ou à minima. Mais ça le renvoie à quoi? À sa culture du pays où il est né. Mais il appartient à une famille qui, elle, a des traditions, a une culture, qu'a transmis cette famille de façon pacifique ou de façon violente. On ne peut pas dire que la transmission, elle se fait qu'à l'extérieur en tant qu'anthropologue. L'enfant dont a parlé notre ami, l'enfant, il se structure au niveau de la famille jusqu'à 3 ans. Et je vous renvoie au concept d'habitus, qui fait que c'est à ce moment-là où il y a un certain nombre d'habitudes, de gestes, d'histoires, d'idées qui sont induits chez l'enfant, qui peuvent se réveiller à un moment ou à un autre. La transmission, elle ne se fait pas seulement à l'extérieur, elle se fait à l'intérieur. Quand on est structuré et quand on a une appartenance, il n'y a aucun problème d'être français fondamentalement. L'exemple, un autre exemple, j'ai beaucoup travaillé également en Chine et je travaille pendant un certain nombre de temps sur la communauté chinoise et cambodgienne en France. Je vois la différence entre les uns et les autres. Je vois quand j'allais dans des familles chinoises, eh ben, si tu ne parles pas chinois, eux, ils parlent chinois à l'intérieur de leur maison. Ils ont un référentiel. Mais quand ils sont à l'extérieur, ils sont fondamentalement, ils maîtrisent les us et les coutumes, la morale, tout, du français. Par conséquent, ils marchent sur leurs 2 pieds. Excusez-moi, ceux qui les radicalisés, ils marchent que sur un pied. Et on lui dit encore, hein, on va te mettre une prothèse pour marcher sur un pied qui n'est pas le tien. Alors que la radicalisation lui propose un pied sur mesure. Cuit, qu'est-ce qu'on fait? Merci. C'est à vous. Alors, par rapport à la crise identitaire, donc quand on est en âge, je dirais, primaire ou même au collège, voilà, par rapport à la crise identitaire, donc cette crise se révèle généralement au âge d'adolescence, donc vous l'avez évoqué. La crise, c'est l'ambivalence d'intériorisation des valeurs, de la reconnaissance de soi. C'est-à-dire, c'est que quand on arrive à un certain âge et on se retrouve dans une situation, je dirais, tiraillée entre 2 valeurs, c'est aussi une conséquence de la frustration. Donc les jeunes qui sont bien intégrés, je dirais, qui ont un emploi et qui ont une bonne situation, ne ressentent pas vraiment cette crise identitaire. Pourquoi? Parce que le problème qui se pose, c'est beaucoup plus à ces jeunes qui arrivent à une certaine situation où la frustration l'emporte sur la stabilité mentale, je dirais, ou même sociale. Alors, dire crise identitaire, c'est dire aussi marginalisation, ne pas appartenir à une société. Donc, il faut appartenir à sa société globale par ses particularités, c'est-à-dire d'être accepté. C'est une forme aussi, je dirais, d'intégration. Donc, tout à l'heure, il a parlé de structuration, donc la structuration de soi et comment appartenir à sa société. Donc, quand on est accepté avec ses particularités, donc le problème ne se poserait jamais. Mais quand il y a frustration, marginalisation, le problème s'accentue. Voilà, donc il y a une interprétation psychologique et sociologique un peu à cette, je dirais, à cette crise identitaire. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes vivent cette crise identitaire, non. Donc il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à cette culture universelle, heureusement, mais malheureusement, quand on passe un peu à une situation un peu de marginalisation, de frustration, on commence à ressentir profondément cette crise identitaire. Merci Adhal. 2 minutes. Puis après, même pas. Même pas. 2 minutes. Même pas. Oui, moi je vais répondre à celui qui a dit qu'il n'avait pas de questions à poser. Bon, je crois que depuis les années 70-80, on était à ce moment-là en plein culturalisme et on a vu apparaître en période post-coloniale des mouvements revivalistes, millénaristes, nativistes, etc. Ça a bougé, ça a évolué vers ce que Salerno appelle actuellement vers le déclinisme. Va-t-on vers l'apocalypse, etc., etc. Non, parce que nous sommes des humanistes.
et qu'on doit penser que nous vivons actuellement une période palier. Et c'est justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est à nous de faire dépasser. Moi, j'ai 80 ans, je pourrais être tranquillement dans mon pieu. Ce matin, je me suis levé à 5 heures pour venir ici. C'est vrai, je me fais traiter de pauvre con par des copains ou des copines qui me disent « Mais qu'est-ce que tu as à aller t'emmerder à faire des choses comme celle-là » Non, j'y crois encore. Voilà. Merci. 2 mots avant d'aller manger, puis revenir. Attends, maintenant je vais faire le maître d'école. Je dirais un mot, si vous me permettez, c'est une parenthèse. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que je pense ni ce que je dois dire. Mais durant les années 80, j'avais fait quelques conférences sur l'islam, parce que ça a commencé à parler de l'islam, etc. Et je l'ai appelé le livre, elle était publiée, ça s'appelle « Islam et laïcité ». Elle était en arabe, mais je le traduirai pour vous. Ceci étant, j'avais cité le plus grand écrivain arabe, si on veut dire, s'appelle Tahsin. Hamid al-Adab, on le dit, c'est le pilier de la littérature arabe. C'est un aveugle qui est venu étudier en 1920 ici à la Sorbonne. Il a une thèse sur Kant. Il a introduit la rationalité dans la mentalité égyptienne du temps, c'est-à-dire du monde arabe. Et il était critiqué, je ne vous dirai pas. Mais il a résisté, ce bravo. Mais un jour, ils l'ont énervé parce qu'il était aveugle. Et il a posé le Coran, parce que c'était les critiques des islamistes d'Al-Azhar. Et vous savez, c'est l'Al-Azhar que ça représente. Et il a dit, si ce Coran est un vrai Coran, eh bien vous n'êtes pas des musulmans. Si vous êtes des musulmans, ce Coran n'est pas le vrai Coran. Donc c'est un petit peu, il a résumé que quand on parle de la rationalité, eh bien c'est autre chose. Et c'est ce qu'on dit, mes collègues, depuis tout à l'heure, c'est que la religion, on en fait ce qu'on veut. Ceci étant, à un moment donné, ils l'ont critiqué, là, Dieu, puisque vous y croyez, ne m'a pas donné d'œil pour vous regarder. Donc finalement, on peut toujours trouver entre humains la raison qui doit primer et on peut aller manger tranquillement et être là à 14h30. Attention, sinon, M. le Gouzi sera... Et je vous remercie encore une fois.